Il est la flamme indomptable des Rolling Stones, une icône du rock dont l'énergie brute et le charisme magnétique ont enflammé des générations, mais derrière le mythe de Mick Jagger se cache une vérité déchirante. Une vie brisée par des trahisons amoureuses, des pertes tragiques, des scandales publics et une solitude qui a pesé lourd sur son âme. De ses débuts dans une petite ville anglaise à la conquête des scènes mondiales, Jagger a défié les conventions, jonglant entre une gloire écrasante, des relations tumultueuses et le rôle complexe de père de 8 enfants avec 5 femmes. À 81 ans, il dévoile enfin les secrets que nous soupçonnions tous, révélant les blessures d'un homme qui a transformé sa douleur en hymnes immortels, de Satisfaction à Painted Black. Les tensions avec Keith Richards, les drames d'Altamont et Redland, et une quête incessante pour trouver un sens au-delà des projecteurs dessinent une saga où la résilience triomphe des épreuves. Plongé dans un récit dramatique, poignant et profondément inspirant, où un rebelle du rock affronte ses démons et laisse un héritage qui résonne dans l'éternité. Avant de commencer, si cette histoire vous touche et que vous voulez découvrir d'autres récits qui parlent à l'âme, prenez une seconde pour liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager avec vos proches. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces vies qui vibrent dans nos cœurs. Une enfance dans l'ombre de la guerre. Michael Philip Jagger voit le jour le 26 juillet 1943 à Dartford, une petite ville du Kent, en pleine Seconde Guerre mondiale. La Grande-Bretagne, encore sous la menace des bombardements, vit dans une tension constante, et cette atmosphère d'incertitude marque l'enfance de Mick. Son père, Basil Joe Jagger, est un professeur d'éducation physique, un homme de discipline qui a introduit le basketball dans les écoles britanniques, imposant une structure rigide au foyer. Sa mère, Eva Ansley Marie, coiffeuse originaire de Sydney, Australie, apporte une chaleur vibrante, teintée d'un engagement passionné pour la politique conservatrice. Ensemble, ils élèvent Mick et son frère cadet, Chris, dans un équilibre fragile entre rigueur et curiosité. Leur maison modeste, dans un quartier ouvrier, est un lieu de privation, où les rations de l'après-guerre rappellent la dureté des temps. Pourtant, c'est dans ce cadre austère que Mick trouve une évasion, la musique. Dès son plus jeune âge, Mick est captivé par les sons. Sans héritage musical familial, sa passion est instinctive, presque viscérale. À l'église locale, il rejoint la chorale, non par obligation, mais par un amour pur du chant. Les hymnes sacrés, les mélodies folkloriques diffusées sur la BBC et les rythmes audacieux du rhythm and blues américain sur Radio Luxembourg deviennent ses refuges. Il écoute avec une intensité rare, imitant les inflexions de ses idoles, absorbant chaque note comme une leçon de vie. La voix rauque de Muddy Waters, les riffs endiablés de Chuck Berry et l'énergie brute de Little Richard sont des révélations, des fenêtres ouvertes sur un monde de rébellion et d'authenticité. À 6 ans, en septembre 1949, Mick entre à l'école primaire de Wentworth, où il rencontre Keith Richards, un garçon maigre et curieux qui partage son obsession pour la musique. Leur amitié naît dans les jeux d'enfants, les parties de cricket improvisées et les discussions enflammées sur les disques qu'ils dénichent. Ils passent des heures à décortiquer les chansons, à rêver d'un avenir où la musique serait leur vie. Mais en 1954, à 11 ans, Mick voit ce lien se briser lorsque sa famille déménage à Wilmington, à quelques kilomètres de Dartford. Séparé de Keith, il se replie sur ses études à la Dartford Grammar School, où il se distingue par son intelligence et sa détermination. Avec 7 O-level et 2 A-level, il répond aux attentes de son père, qui voit en lui un futur avocat ou banquier. Pourtant, Mick vit dans 2 mondes parallèles, l'élève modèle, promis à une carrière respectable, et le rêveur qui passe ses nuits à écouter des disques américains, grattant une guitare d'occasion. À la fin des années 1950, adolescent, il forme un groupe de garage avec son ami Dick Taylor, reprenant des chansons de ses héros du blues. Ces sessions, dans des caves humides ou des garages poussiéreux, sont des actes de rébellion contre les conventions d'une société britannique encore corsetée. Chaque note jouée est une promesse, un pas vers un avenir qu'il ose à peine imaginer. La réunion fatidique et la naissance d'un mythe le 17 octobre 1961, un moment change la trajectoire de Mick Jagger. Sur le quai numéro 2 de la gare de Dartford, il croise Keith Richards, qu'il n'a pas vu depuis 7 ans. Mick, alors âgé de 18 ans, serre sous son bras des disques précieux de Chuck Berry et Muddy Waters. Keith, reconnaissant ses trésors, s'approche, et leurs regards s'illuminent. Cette rencontre fortuite n'est pas une simple réunion d'amis d'enfance, c'est l'étincelle qui allume une révolution musicale. Dans les semaines qui suivent, ils se retrouvent régulièrement, partageant des disques, jouant des reprises dans des chambres encombrées. Avec Dick Taylor, Alan Etrington et Bob Beckwith, ils forment The Blues Boys, répétant avec une ferveur presque religieuse pour capturer l'âme du blues de Chicago.
Mick, étudiant à la London School of Economics grâce à une bourse méritée, jongle entre ses cours de finance et ses sessions musicales. Il envisage sérieusement des carrières alternatives, journalisme, politique, affaires, fasciné par le charisme qu'exigent ces métiers. La politique, c'est comme être une pop star, dira-t-il plus tard, notant les parallèles entre la mise en scène publique et son propre magnétisme. Mais la musique, avec son énergie brute, l'emporte sur tout. En 1962, le groupe évolue. Rejoint par Brian Jones, un multi-instrumentiste charismatique, et Ian Stewart, un pianiste discret, ils adoptent le nom The Rolling Stones, inspiré d'une chanson de Muddy Waters. Le 12 juillet, ils donnent leur premier concert au Marquee Club, à Londres, avec un équipement bricolé, souvent emprunté à des amis comme Alexis Cornet. Mick, au chant, électrise la foule, tandis que Keith et Brian aux guitares, Ian au piano, Dick à la basse et Tony Chapman à la batterie livrent une performance brute. Le cachet est dérisoire, mais l'énergie est contagieuse. En 1963, une résidence de 5 mois à l'Elphi Island Hotel, un repère bohème sur la Tamise, affine leur son et soude leur camaraderie. Andrew Loog Oldham, un manager de 19 ans, voit en eux plus qu'un groupe, une marque. Ils sculptent leur image de rebelle en opposition aux Beatles et poussent Mick et Keith à écrire leurs propres chansons. Réticents au début, ils créent The Last Time, 1965, et I Can Get No Satisfaction, un hymne sismique qui capture la frustration d'une génération. Avec son riff saturé et ses paroles provocantes, Satisfaction atteint la première place des classements mondiaux, consacrant les Stones comme des icônes de la rébellion. Scandale et tragédie d'une époque. La gloire des Rolling Stones s'accompagne d'une surveillance accrue. En 1967, des articles sensationnalistes dénoncent le mode de vie débridé des stars pop. Un journaliste accuse Mick de consommer de la drogue dans un club, confondant Brian Jones avec lui, mais le mal est fait. Une descente de police au domaine Redland de Keith Richards, en février 1967, entraîne des poursuites pour possession de substances illicites. Mick est condamné à 3 mois de prison, Keith à 1 an, des peines sévères perçues comme un avertissement à la contre-culture. Un éditorial du Times, intitulé « Who Break a Butterfly on a Well » prend leur défense, et leurs sentences sont réduites en appel. Mais l'image des Stones comme hors-la-loi est gravée dans le marbre. En 1969, une tragédie plus intime frappe. Brian Jones, rongé par l'addiction et des problèmes judiciaires, s'éloigne du groupe. En juin, Mick, Keith et Charlie Watts lui rendent visite à Coachford Farm, dans le Sussex, pour lui annoncer son départ. Brian, brisé mais résigné, accepte. Moins d'un mois plus tard, le 3 juillet, il meurt noyé à 27 ans, laissant les Stones sous le choc. 2 jours après, il joue à Hyde Park devant des milliers de fans. Mick, vêtu de blanc, lit des vers de Shelley pour honorer Brian, et des papillons sont relâchés dans le ciel. Le concert, marqué par la sortie de Honky Tonk Women, devient un hommage poignant. Mais le destin réserve une autre épreuve. Le 6 décembre 1969, le concert gratuit d'Altamont, en Californie, tourne au cauchemar. Conçu comme un Woodstock de la côte ouest, l'événement sombre dans le chaos. Les Hells Angels, recrutés pour la sécurité, sont dépassés. Mick, frappé au visage par un fan à son arrivée, ressent une tension palpable. Pendant Under My Thumb, une altercation mortelle près de la scène marque la soirée du nombre tragique. Les Stones, ignorant l'ampleur du drame, continuent à jouer pour éviter une émeute. Mick avoue plus tard avoir eu une peur bleue, hantée par la violence. La presse accuse le groupe, transformant Altamont en symbole des excès des années 60. Ces épreuves, capturées dans le documentaire Jim Shelter, forgent la légende des Stones, un groupe qui traverse le feu et en sort grandi. Les fissures des Glimétoins dans les années 1970, les Stones produisent des chefs-d'œuvre, Sticky Fingé, 1971, Exil en Main-Saint, 1972, Some Girls, 1978. Mais dans les années 1980, les tensions entre Mick et Keith, les Glimétoins, s'aggravent. L'essor de MTV pousse Mick à explorer de nouveaux sons, tandis que Keith s'accroche aux racines blues du groupe. Les ambitions solo de Mick, avec She's the Boss, 1985, et Primitive Cool, 1987, blessent Keith, qui se sent abandonné. Leur album Dirty Work, 1986, reflète cette fracture, enregistrée dans un climat de discorde. Keith surnomme Mick Brenda ou Her Majesty, moquant son ego. Dans ses mémoires, Life, 2010, Keith critique l'attitude de Mick, l'accusant de s'être perdu dans la célébrité. L'anoblissement de Mick en 2003,
que Case juge incompatible avec leur image rebelle, creuse encore le fossé. Pourtant, leur lien, né sur un quai de gare, reste indissoluble. Nous ne sommes plus amis, mais des frères, dira Case, reconnaissant une connexion forgée par la musique et l'histoire. Une vie personnelle tumultueuse, la vie amoureuse de Mick est un tourbillon de passion et de chaos. Dans les années 1960, il tombe amoureux de Marianne Faithfull, chanteuse et actrice dont la beauté éthérée inspire les Stones. Leur relation, intense, est brisée par une fausse couche en 1969, une perte qui les éloigne. Marianne sombre dans ses démons, tandis que Mick se réfugie dans la musique. En 1970, sa liaison avec Marsha Hunt, chanteuse et actrice américaine, donne naissance à Carrie, sa première fille. En 1971, il épouse Bianca Pérez Mora Macias, une mondaine nicaraguayenne, lors d'un mariage fastueux à Saint-Tropez. Leur fille Jade naît en octobre 1971, mais les infidélités de Mick mènent au divorce en 1978. Bianca dira plus tard, « Mon mariage s'est terminé le jour où il a commencé ». En 1977, Mick entame une relation avec Jerry Hall, mannequin texane. Leur union, marquée par une cérémonie à Bali en 1990, ultérieurement jugée invalide, donne naissance à 4 enfants, Elizabeth, James, Georgia et Gabriel. Mais une liaison avec Luciana Gimmey en 1999, qui donne un fils, Lucas, brise leur couple. En 2014, la mort tragique de Lauren Scott, sa compagne depuis 2001, le plonge dans un chagrin profond. Styliste talentueuse, Lauren lui offrait une stabilité rare. Mick, vulnérable, partage publiquement sa douleur. En 2016, à 73 ans, il devient père de 2 veaux avec Mélanie Hamrick, danseuse de ballet. À 81 ans, il confie que la paternité tardive est un défi, mais il s'engage à guider son fils avec une tendresse nouvelle. Réflexion d'une légende à 81 ans, Mick Jagger se confie avec une franchise rare. Il admet que la vie de rockstar, bien que grisante, l'a laissé intellectuellement insatisfait. Fasciné par l'écriture et la politique dans sa jeunesse, il regrette parfois de ne pas avoir suivi ses chemins. Les tournées, malgré leur adrénaline, l'ont souvent isolé, loin de sa famille et de ses amis. Sa relation avec Case, marquée par des rivalités amères, reflète le coût de la gloire. Pourtant, leur connexion musicale les ramène toujours l'un vers l'autre. Mick trouve aujourd'hui du sens dans la création, collaborant sur Hackney Diamonds, 2023, avec Lady Gaga et Paul McCartney. Il plaisante sur des tournées posthumes via la technologie, mais son héritage des chansons qui ont défini une époque est déjà éternel. Quelle chanson des Rolling Stones vous a le plus marqué? Les luttes de Mick Jagger vous inspirent-elles? Partagez vos pensées en commentaire. Si ce récit vous a ému, likez, abonnez-vous et partagez pour découvrir d'autres histoires captivantes. Activez la cloche pour ne rien manquer. Mick Jagger, un homme forgé par le feu, une légende qui continue de brûler.